Merci Eric. Bonjour à tous. C'est à peu près tout ce que je peux dire en français. Je suis bien désolé, mais c'est ainsi. Nous avons donc dans notre institut, on essaye de voir quelles sont les différences entre le bon vin, les grands vins. On essaie de comprendre les molécules de base qui sont complexes, qui permettent d'avoir des vins exceptionnels, très spéciaux. Et évidemment, on veut capturer ceci. On travaille avec les producteurs australiens afin de traduire cette connaissance en techniques de production ou changer les techniques de production. Et il faut beaucoup de souplesse au niveau des viticulteurs et des œnologues pour traiter les changements climatiques, les différences entre les millésimes et également répondre à la demande de la clientèle et du marché. Donc, ce que je vais partager avec vous a commencé il y a quelque chose comme 10 ans quand on a essayé de caractériser les composés de la senteur du Shiraz australien. Shiraz, eh bien, elle vient de la vallée française et bien sûr la France est la nation phare pour la production de Shiraz, mais l'Australie s'y met également, et également du Shiraz qui est produit dans des terres assez fraîches. Moi je viens d'Allemagne, un autre climat également. Donc eh bien voilà. Qu'est-ce qui est si spécial au niveau du Shiraz australien? C'est un cépage très important, puisque cette année, la production était de l'ordre de 379 000 tonnes. Par conséquent, le contexte, c'est 45% de vin rouge, avec 23% de la valeur, pour une valeur de 1,8 milliard de dollars, approximativement, pour l'année 2011. Avec 25% d'export et marché intérieur. Un autre aspect très important et qui est très important concernant le Shiraz, c'est le Shiraz est arrivé en 1832 en Australie et comme la plupart de nos régions n'ont jamais rencontré de problème de phylloxéra, nous avons donc des encépages extrêmement anciens qui viennent principalement de France. Nous avons des cépages qui ont entre 165 et 180 années donc plus particulièrement de la vallée de Hunter, la Hunter Valley, entre 124 et 146 ans d'années de présence du Shiraz. Et différents styles de Shiraz. On peut également voir qu'il y a différents styles, il y a des assemblages avec Cabernet, ce qu'on appelle le Shiraz Cabernet, avec assemblage avec le Grenache. Également, nous avons des coferments avec Viognier. Et on prend également en considération un Shiraz qui pétille, le Sparkling Shiraz, plus particulièrement pour le marché extérieur. Il y a bien des styles régionaux qui reflètent le terroir et des microclimats. Afin de mieux visualiser la carte de l'Australie, voici donc l'aspect géographique. Vous avez des zones encerclées, ça c'est là que vous avez des cépages avec lesquels nous travaillons pour vous donner une idée de l'importance du pays. Vous voyez que nous sommes à Adélaïde, au milieu. Et ça, c'est la distance par rapport à Toulouse, Melbourne. Ici, nous avons 4000 km de ligne de côte. Nous avons 65 zones d'encépage reconnues, en partie occidentale et également en partie méridionale et vers la côte est. Donc, beaucoup de diversité du point de vue des régions, des encépagements, des climats qu'on pourrait développer. Diapo suivante. Alors, nous avons des climats frais qui permettent la production de certains Shiraz. 3 heures de vol depuis Adélaïde. Ici, vous avez un climat frais, maritime, qui va vers la côte est.
près de Adélaïde, il y a Coonawarra. Ça, c'est un des plus anciens producteurs de vin. Et là, nous avons eu malheureusement du gel il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, à quelques kilomètres de la mer. Et d'autres producteurs près de la capitale, à Canberra, dans les Grampians, et près d'Adélaïde, également d'autres producteurs. Ah, on va un peu trop vite. Bon, Adélaïde, ça, vous avez... Ça, c'est à 10 km de la capitale, avec une altitude entre 400 et 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui est spécial pour ces Shiraz de climat frais, eh bien, nous pouvons avoir différents types de Shiraz et les œnologues utilisent et les consommateurs utilisent différents descripteurs. On parle de poivre noir, de poivre blanc, de notes épicées ou herbacées. Il y a un climat frais du point de vue de la recherche et de l'industrie ou d'une perspective industrielle ou de gestion. On voit qu'il y a beaucoup d'encépage et beaucoup de variations entre les cépages et les saisons. Quand on a commencé notre recherche sur la molécule et les principes qui régissent le goût du Shiraz, on ne connaissait aucun composé, mais on n'avait pas pensé non plus au poivre. Maintenant, on a commencé par faire un échantillonnage de raisins à partir de différents cépages. On a fait donc une analyse quantitative descriptive, donc très clairement, on a vu que l'arôme poivré était lié à la senteur de poivre. C'est un principe. On a des composés volatiles. Le poivre était un peu indépendant par rapport à d'autres senteurs, telles que des senteurs herbales ou herbacées ou vertes. On ne sait pas simplement cantonner à cet aspect. C'est un composé très stable. Il y avait beaucoup de différences entre nos dégustateurs. Une petite diapo ici. Nous avons préparé donc des extras de raisins avec la chromatographie gazeuse afin de détecter les principes du poivre, de la note poivrée. On a trouvé différents composés, mais aucun n'était des composés que nous pouvions détecter avec la spectrométrie de masse. Et à la fin, on s'est intéressé à un chromatogramme. Il n'y avait pas de signaux qui a été détecté. Il n'y avait pas de présence de traces où nous avons on n'arrivait pas à voir quels étaient les résultats. On a optimisé notre technique. On s'est basé sur notre nez jusqu'à ce qu'on a la spectrométrie de masse, qui est un peu l'empreinte et qui permet. Et on s'est intéressé aussi à ce qui est terpine. Ici, on a trouvé un composé qui avait déjà été décrit, la rotondone, donc on a retrouvé la rotondone, nom assez particulier, inhabituel et inattendu. Identification de rotondone, on a trouvé les références chimiques. Maintenant, on utilise la chromatographie pour quantifier donc l'aspect multidimensionnel à partir d'un isotope stable. Donc, le rotondone est un arôme principal qui donne l'impact. Quelle est la puissance de ce rotondone? Eh bien, il y a un seuil qui a été établi de l'ordre de 8 nanogrammes par litre dans une solution aqueuse et c'est 1000 fois plus bas que ce qu'on trouve généralement par rapport au vin. Le seuil de détection, c'est 16 nanogrammes par litre. Un autre élément important, c'est que parmi nos dégustateurs, 25% de ceux-ci ne pouvaient absolument pas sentir ce composé, ce qui a permis d'avoir des discussions intéressantes. Regardons maintenant les données sensorielles. Ici, un graphe
les concentrations en nanogrammes jusqu'à 4000 nanogrammes par rapport à des individus qui ont pu décrire correctement cette senteur. Nous avons eu 2 supernés, si j'ose dire, qui ont pu détecter au sein de nos dégustateurs, qui ont pu détecter donc de manière très fiable ce composé, et 6 autres personnes, et un groupe beaucoup plus large, ont pu détecter à 9 nanogrammes. Certains avaient des difficultés pour détecter, et 9 personnes n'ont absolument pas pu détecter le rotondone. Ils n'ont pas pu détecter ce composé à des concentrations au-delà de 4000. Donc, on a beaucoup discuté de cette question de rotondone, et on n'arrive pas toujours aux mêmes conclusions. Il se peut que certains perçoivent le même produit de manière très différente. Et un aspect... et on trouve donc le rotondone dans le poivre, et très souvent, vous avez dans un restaurant, le serveur va vous demander si vous voulez du poivre. Et ceci est le reflet du fait qu'on ne partage pas tous la même aptitude à détecter la saveur poivrée dans les aliments. Donc, finalement, en ce qui concerne la puissance de ce composé, on a essayé d'avoir un modèle de reconstitution du Shiraz, car il dispose de 42 volatiles avec un certain nombre de composés non stables. On a utilisé des concentrations de l'ordre de 2 fois le seuil, 38 nanogrammes par litre. Et dans ce cas, si on enlève un seul composé du modèle, eh bien, le descripteur poivré était beaucoup plus faible, et ceci affectait donc la senteur. Donc oui, effectivement, c'est un composé extrêmement puissant, et les sujets ou les dégustateurs répondent de manière très individuelle. Maintenant, qu'est-ce qui influence ce rotondone? On a fait une étude au niveau commercial sur le marché australien. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un groupe important de vins de Shiraz à partir de régions présentant un climat comme à Adélaïde, ou avec la région des Grampians, avec une détection à 161 nanogrammes. Vous avez également de traces, plus particulièrement sur le Graciano et le Riesling. Récemment, on a ajouté d'autres Shiraz, d'autres cépages, et vous voyez la gamme très large de poivre sur ces vins, et on va de pratiquement 0 jusqu'à 100 nanogrammes, et ici vous avez le district de Canberra, c'est Canberra, où on a jusqu'à 120 nanogrammes, où on peut aller même jusqu'à 400 nanogrammes. On travaille actuellement avec l'université d'Auckland pour voir ce que ça donne, pour expérimenter donc le vin de Nouvelle-Zélande. Et nous avons des vins qui vont entre 40 à 200 nanogrammes. Et donc, c'est un éventail très large. On a également constaté que les vins de Duras qui sont produits ici à Gaillac avec des concentrations de l'ordre de 400 nanogrammes, si je ne m'abuse. Donc, données récentes concernant les vins locaux dans ce projet Graciano, avec une concentration très basse, un seuil très bas. Pinot de Nice. Je n'avais pas d'expérience préalable avec Pinot de Nice, qui est donc cultivé dans la vallée de la Loire. C'est très poivré. Et également, Duras, vous voyez que vous avez un effet saisonnier de 12 cette année, très bas. Et l'an dernier, certaines expérimentations ont été jusqu'à 40 nanogrammes. J'ai également ajouté cet histogramme pour vous montrer comment ce composé se déploie. Il se forme juste avant la commercialisation. C'est la même chose pour Duras, où vous avez effectivement une maturation juste avant la commercialisation, et ensuite ça reste à peu près stable. Mais c'est à peu près toujours la même chose avec le Shiraz. Ici, voici sur la gauche 2 différents types de cépages. Les
Adelaide Hills avec des fenêtres temporelles. Également, s'est intéressé au Shiraz, à la Syrah de la Nouvelle-Zélande, à droite, et avec Shiraz. Ce qui est important, c'est la maturation à mi-véraison. Ici, comment le Shiraz se trouve principalement situé dans la pellicule. Ce n'est pas toujours le cas ce n'est pas uniquement le cas pour le Shiraz australien, mais également dans d'autres terroirs. On retrouve les mêmes données. Maintenant, en ce qui concerne les raisins, ici vous avez 5 cépages différents et 2 millésimes. On a donc tracé l'intensité aromatique. On s'est intéressé donc de la perception poivrée. Et on voit clairement qu'il y a une très bonne corrélation entre le composé rotondune et la récolte. Et en ce qui concerne les histogrammes rouges pour 2003, saison très chaude, vous avez également les données en bleu et vous voyez qu'il y a beaucoup d'effets saisonniers, des vins très différents en fonction du climat, s'il est plus frais, et une concentration également de composés poivrés. Maintenant, si on passe à l'extraction, eh bien ici on s'intéresse à 2 clones et avec un profil d'extraction. Le clone, juste après les cuvages, on a trouvé une concentration très basse de l'ordre de 12 nanogrammes par litre, avec fermentation alcoolique, avec augmentation linéaire de la concentration. Et ce qui est intéressant, c'est que cette concentration va atteindre un plateau après le décuvage. Donc, apparemment, ici, vous avez un équilibre qui se forme après l'extraction. On peut donc extraire le composé et ensuite, vous avez un composé stable, mais cette extraction se fait lors de la vinification et on pense que c'est la façon dont on va traiter les raisins, comment on va gérer, pomper, tout ceci peut contribuer à la composition donc de la note poivrée. Maintenant, un cliché, on n'a pas fait beaucoup de travail sur l'effet de la levure au niveau des niveaux de rotondune, mais nous avons juste un système que nous avons enrichi de manière expérimentale. Nous avons sélectionné des souches de levure sans effet significatif. On voit qu'il y a une décroissance de concentration de composés poivrés de 30%. Et ceci dit, pour ceux qui travaillent avec la levure de manière très régulière, les biologistes, eh bien, ces souches sont des fermentateurs faibles. Ici, on augmente le temps de fermentation de 50% et on n'est pas sûr. Ça, c'est une observation que nous avons faite de manière empirique une seule fois, qui semble indiquer qu'il y a une métabolisation. Est-ce qu'on voit simplement un effet dû à la biomasse? Donc, il faudrait faire plus de travaux pour en savoir un peu plus sur cette question. Et maintenant, en ce qui concerne la stabilité, on s'est intéressé à différentes obturations. Par exemple, des capsules que l'on visse ou alors des bouchons en liège. On a essayé de voir quel était donc l'effet, la stabilité de la rotondone. Il n'y a plus d'effet évident. Apparemment, il n'y a pas d'interaction significative avec la plupart de nos types d'obturations. Maintenant, en ce qui concerne la fin de ma présentation, parlons de la variabilité du composé poivré dans les cépages et les millésimes. Ici, vous avez une série verticale de Shiraz avec des vins qui ont été fabriqués entre 1997 et 2008. Et une fois de plus,
sur le même chai de manière très cohérente. Et ce qu'on voit très clairement, c'est qu'avec le même chai, le même petit producteur, la gamme de notes poivrées va de 29 nanogrammes jusqu'à 160 nanogrammes, donc une gamme très large, beaucoup de réponses aux conditions de culture saisonnière, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres districts, pour d'autres producteurs matérialisés en bleu. Donc c'est fonction de l'année. Il y a des années où on a moins de notes poivrées. Ceci semble s'appliquer à la région et c'est indépendant du chai dans ce cas-là. D'autres données concernant la variabilité, ici, c'était une expérimentation de viticulture sur du Shiraz, sur 6 zones en fonction de la qualité du terroir et de la vigueur de l'encépagement. Et on a donc 6 zones et vous voyez qu'il y a une grande variabilité au niveau de la concentration moyenne de rotondone, allant de 10 mg par kilo jusqu'à 40. Et on voit également qu'il y a beaucoup de variabilité, même sur un terroir qui était considéré très uniforme à travers certaines études et enquêtes qui avaient été faites antérieurement. Donc, variabilité, donc saisonnabilité. Voilà, donc il y a 2 semaines. Ici, on s'intéresse à une parcelle de 2 hectares dans les Grampians. Et ce que l'on constate, c'est que nous avons une expérimentation avec 170 raisins qui ont été référencés. Et c'est du vin rouge, des raisins rouges. On a donc identifié les composés. On veut cartographier. Ici, c'est mon interprétation des données. Sur ce plan, vous pouvez faire des analyses beaucoup plus sophistiquées par cluster. Ce qu'on voit, c'est qu'il existe une zone sur cette parcelle où vous avez de très basses concentrations de l'ordre de 70 à 100 nanogrammes. Et c'est la zone en violet. Et il y a également d'autres zones qui se trouvent plus à l'est, où on voit qu'il y a des vins avec des concentrations de rotondone entre 80 000 nanogrammes par kilo, et on essaie de comprendre pourquoi il y a une telle variabilité sur cette parcelle. On essaie de comprendre les variations entre les grappes, et on compare ceci à d'autres variations. Donc, pour terminer mon exposé, rotondone, c'est un composé unique. C'est la clé des arômes poivrés pour le Shiraz, mais également pour le vin Duras et bien d'autres cépages. Et également ses fonctions du site. Et donc c'est la clé pour la concentration aromatique en poivre. Et on voit également donc des variations très importantes d'un vin à l'autre, même sur une région. Ce qui fait que la recherche dans les pratiques viticoles sont très importantes. Maintenant, si on en reste au Shiraz, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de la viticulture, une chose qui apparaît clairement, c'est un vin robuste. Une donnée qui a été bien établie par tous les chercheurs, c'est l'élément clé, c'est il faut que le vin mûrisse, que les grappes mûrissent, et pour donner donc pour libérer de l'arôme. Gerard Logan est en train de terminer sa thèse à Auckland sur le stress hydrique, la vigueur, les clones, les feuillages et la charge. En ce qui concerne le Duras, eh bien, nous avons des données préliminaires qui montrent que, apparemment, pour le Duras, le traitement, le niveau de concentration de rotondone semble augmenter. Et ce qui est important également, c'est les feuillages et le niveau hydrique. J'aimerais terminer maintenant. Il y a des options très limitées en ce qui concerne la gestion du niveau de rotondone et des notes
poivrée, il faut s'intéresser à la levure, il faut s'intéresser au contact avec la pellicule et l'extraction. Mais on n'a pas eu trop de résultats jusqu'à présent sur les 23 cépages que nous avons considérés. Est-ce qu'il faut donc recueillir les grappes avec une machine ou quelle est la fermentation? Il faut s'intéresser à différentes méthodes de cueillette des grappes. On n'a pas trouvé de différences significatives. Toutefois, il faut encore faire beaucoup de travaux en ce qui concerne l'extraction afin de voir si on peut influencer le niveau de concentration en rotondone. Maintenant, comment pouvons-nous gérer nos cépages pour augmenter ou diminuer donc ce niveau? Peut-être qu'il faut réduire la variabilité afin de prendre en compte et il faut prendre en compte le changement climatique. D'un point de vue scientifique, c'est très intéressant, ce vin de Shiraz. Génétiquement, il y a des cépages très différents. Et les mêmes composés semblent avoir les mêmes voies qui vont déboucher sur des niveaux de concentration en rotondone. Ce qui est spécial concernant ce vin, il y a des traits communs avec d'autres vins. Quels sont les facteurs environnementaux qui vont provoquer donc un haut niveau de rotondone? Et finalement, est-ce qu'il existe une fonction biologique? Et quelle fonction biologique est-ce que le rotondone sert? Parce que on a l'impression que la note poivrée est souvent présente. En ce qui concerne la fin de mon travail, ce travail n'aurait pas été possible sans les collaborateurs de l'industrie viticole australienne depuis 10 ans. Ce travail n'aurait pas été possible sans la collaboration avec des collaborateurs français, allemands, et également l'Université ouverte de Nouvelle-Zélande. Et nous avons également eu une équipe extrêmement rigoureuse et dédiée à IFV et depuis quelques années on travaille avec eux et ce travail n'aurait pas été possible sans le financement qui nous vient donc de différentes coopérations de viticulteurs. Merci de m'avoir permis de partager mes connaissances avec vous.